bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un partenaire. C'est Fabrizio Del Molino qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et qui va répondre à quelques-unes de nos petites questions dans un échange qu'on va avoir sous forme d'interview. Donc bonjour Fabrice. Bonjour. Et donc pour commencer, bien sûr, toujours la première question, déjà qu'on fasse connaissance. Donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus au sujet de la société SPC et puis voilà son histoire et puis un petit peu le parcours du gérant. Voilà. Alors pour la petite anecdote, SPC, c'est une société qui a été créée en 1963. Donc elle a eu 70 ans. Non, j'exagère, 60 ans l'année dernière. Attention, parce que là, on est un peu dans mes âges, donc faut pas se tromper d'une décennie. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc ça fait 60 ans qu'elle a été créée et qu'elle est toujours au même emplacement. Donc quand elle a été créée, donc en 1963, c'est effectivement pas la structure qu'on connaît aujourd'hui. C'est une structure de quartier, on va dire, qui répondait surtout aux problèmes de plomberie de quartier. Et puis au fil du temps, au fil des dirigeants qui se sont succédés, qui ont racheté l'entreprise, et aujourd'hui, c'est une société qui a pignon sur rue, qui répond aux demandes niveau syndic et niveau particulier. Et donc ça fait 60 ans qu'elle existe. Au fil du temps, on a créé des nouvelles activités comme la couverture, comme l'assainissement. Et aujourd'hui, ça fait moi personnellement à présent que j'ai racheté la structure. Ici même. Ok, donc vous êtes resté quand même à une entreprise de proximité, on va dire. Oui. Donc vous êtes sorti un petit peu du quartier, mais vous êtes sur la région parisienne, l'Île-de-France. Voilà, c'est ça un petit peu le champ d'investigation, c'est un peu ça, quoi. Tout à fait. Paris proche banlieue. Paris proche banlieue. Alors là, le sujet qui nous intéresse aussi tout particulièrement aujourd'hui, c'est les interventions dans les immeubles en copropriété. Ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a parfois des besoins spécifiques. Et alors que ça soit, on l'a vu en matière de plomberie ou en matière de couverture. Donc peut-être nous en dire un petit peu plus sur vos interventions. Nous, on a, on va dire, notre principale clientèle à 90% sont les syndics de copropriété. Donc les copropriétés, les immeubles parisiens, on arrive à gérer et on a une belle connaissance des bâtiments. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque copropriété peut avoir des besoins particuliers en matière d'entretien, de réparation, en raison des structures, des immeubles, et aussi parfois des règlements de copropriété. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre les exigences de fournir les services adaptés à chaque intervention. Et suivant effectivement les situations qu'on rencontre aujourd'hui sur les immeubles qu'on arrive plus ou moins à connaître par cœur. Donc on peut proposer des contrats d'entretien préventifs pour les copropriétés et ça permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent plus importants et malheureusement coûteux. Parce qu'on sait que dans les immeubles surtout parisiens, souvent les canalisations dites communes, que ce soit les colonnes montantes ou les descentes, si elles ne sont pas on va dire entretenues régulièrement ou entretenues, il y a de fortes chances que malheureusement, au bout d'un certain temps, ça lâche et c'est là où on s'aperçoit que les coûts peuvent être assez exorbitants. D'accord. Alors donc des cas pratiques. Donc le syndic va vous appeler. Bon, la plupart du temps, c'est quoi l'objet de le besoin, c'est quoi? C'est une fuite, c'est une canalisation qui a cassé, Oui, généralement c'est une fuite qui peut se présenter de diverses façons, c'est-à-dire une fuite sur une alimentation, soit une colonne montante, soit sur une partie privative après le robinet d'arrêt, donc chez un particulier, ou une fuite sur des centres d'eau usée, d'eau vanne, d'eau pluviale, sur les grosses colonnes d'évacuation. Donc à partir du moment où on intervient dans l'immeuble et où on analyse la situation, on arrive soit à intervenir de suite pour réparer, soit effectivement, si la réparation comporte un peu trop de temps et on va dire de fourniture, on établit un devis en urgence et on les transmet tout de suite au syndic de copropriété. D'accord. Alors parfois, j'imagine que vous devez avoir besoin d'accéder
aussi aux parties privatives, dans les salles de bain ou les cuisines des copropriétaires. Donc ça doit pas être toujours facile hein, d'organiser ces visites, j'imagine. c'est un petit peu la difficulté aussi de ces métiers. Hein. C'est un point tout à fait crucial et essentiel, c'est-à-dire qu'il faut parfois on reçoit simplement une demande d'intervention d'un syndic qui nous demande de faire une recherche de fuite parce que telle ou telle personne se plaint d'infiltration. Maintenant, après, c'est à nous d'être pédagogues, d'appeler les gens concernés, de leur dire voilà, vous subissez une infiltration, quelles sont les coordonnées de voisins du dessous ou du dessus, et d'organiser cette recherche. Alors, j'avoue franchement que parfois, c'est un peu le parcours du combattant. Entre les gens qui ne souhaitent pas d'intervention, qui disent chez moi il n'y a rien, qui sont persuadés ça vient pas de chez moi, ça vient pas de chez moi il y a rien. Et au final, après une recherche, après pédagogie, après avoir passé quasiment, j'ai une collaboratrice qui s'occupe que de ça, c'est-à-dire de prendre des rendez-vous et qui peut passer ne serait-ce que 5 minutes de téléphone avec les gens pour leur expliquer, pour leur faire comprendre et pour leur faire en sorte qu'on n'est pas des voyous, on n'est pas des étrangers, on est juste là pour répondre à un besoin spécifique. L'appel peut durer 10 minutes à peu près. D'accord. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est fait partie du job et c'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Bon alors ça c'est important, on a compris hein, les interventions dans les immeubles. En général quand on est appelé, c'est plutôt quand même pour des urgences. Bon voilà, donc il faut réagir vite, il faut intervenir, avoir les accès. Mais bon, nous ce qu'on veut c'est quand même être plus dans la prévention, afin d'éviter un petit peu ces paniques à bord et le fait que votre planning soit un peu surchargé parce que vous gérez pas forcément on verra après un petit peu comment ça se passe dans l'urgence. Après on a vu quand même qu'il y a en copropriété il y a une réglementation. Il y a aussi des normes de sécurité, il y a des normes d'installation, de mise en conformité des installations. Donc ça c'est aussi un sujet pour vous parce que bon il y a des choses qu'il faut peut-être pas toucher. Il y a peut-être un certain procédé qui fait que faut quand même faire un petit peu attention où on met les pieds. Dans tous les immeubles, vous avez des installations qui peuvent être tout à fait différentes. C'est-à-dire que quand on arrive, je dirais surtout chez les particuliers, on essaye de leur faire comprendre que certaines parties de copropriété doivent être laissées libres, accessibles et visitables. Malheureusement, c'est souvent pas le cas parce que partent du principe qu'une belle cuisine aménagée ou une belle salle de bain aménagée, c'est magnifique. Malheureusement derrière, quand on leur explique que c'est pas aux normes, parce que les gens forcément ne comprennent pas. Donc c'est à nous d'avoir une communication ouverte et effectivement transparente avec les copropriétaires, car c'est essentiel. Il faut vraiment les informer des travaux qui peuvent avoir lieu dans certaines pièces d'eau, surtout les cuisines, surtout les salles de bain, et des problèmes éventuels. Il y a que comme ça que les gens comprendront au fil du temps que faire une belle cuisine, venir sur les parties communes quand on en a besoin, ça peut amener beaucoup de désagréments. Donc ça veut dire qu'ils se permettent de modifier des choses sur la robinetterie ou dans les colonnes ou c'est ça. Oui, d'accord. En direct et pour faciliter leurs travaux. Donc ils vont intervenir directement. Après il y a ça c'est vraiment ça faut le signaler. Mais après il y a aussi des robinets ou des tuyaux qui sont aussi encastrés par ailleurs aussi quand on fait les travaux et on oublie qu'il faut une trappe, on oublie qu'il faut avoir accès à ce robinet-là en question. Donc ça c'est pas simple non plus. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. On est tout de suite dans la démarche de dire aux gens, d'expliquer aux gens et de leur faire comprendre que c'est primordial d'avoir des trappes de visite, d'avoir des coffrages démontables. Ça c'est primordial. Hein. On va dire, c'est la loi de la nature. Il faut vraiment que ces canalisations-là restent visibles et accessibles. Après, j'irai plus loin sur le fait que dans les sous-sols, dans les caves, il y a aussi parfois un peu de laisser-aller où on voit que les canalisations sont pas entretenues, que c'est pas aux normes, que nous avons ce qu'on appelle vulgairement des guirlandes de canalisation en plomb qui traversent les caves comme ça et qui
de cave en cave, qui sont pas maintenues, et puis du jour au lendemain, on va s'apercevoir qu'elles vont céder carrément. Voilà, on essaye d'expliquer aux gens qu'il faut prévenir ça, il y a une mise aux normes à faire, il faut le plomb. Ça a été un sujet pendant des années. Il fallait dans les copropriétés l'enlever. Je reste persuadé qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, et qu'il faut intervenir. Oui, tout à fait. Ça, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, c'était un peu c'était sur les fondations et le fait qu'il y ait des affaissements. Et la raison était la plupart du temps des canalisations qui lâchent, qui se cassent et qui sont enterrées. Donc, on ne les voit pas. On ne les voit pas et on soupçonne pas que en dessous, il y a des tuyaux qui sont en train de pourrir, enfin de casser tellement ils sont. Bien sûr, C'est ça, bien hein, sûr. c'est avec l'âge aussi, il faut de temps en temps. Donc tout ce qui est en surface on voit, mais tout ce qui est enterré on ne le voit pas. Et C'est ça c'est ça. vraiment une difficulté aussi. Bon, faire un peu de pédagogie là-dessus, mais bon, on est là pour ça. C'est une grosse pédagogie à faire, mais c'est Une vrai grosse que les gens pédagogie. ont tendance à dire, comme vous dites si bien, on s'occupe de ce qu'on voit et on laisse ce qu'on ne voit pas. Généralement, quand vous avez dans des immeubles parisiens des canalisations, des gros collecteurs qui sont encastrés dans les sols, c'est à partir du moment où on a des remontées capillaires, où on s'aperçoit qu'effectivement ça crée des fuites, ça crée des affaissements de sol, où là on va dire tiens, il y a peut-être un problème. Mais le problème il est présent, ça y est. On a beau faire des inspections vidéo, voir effectivement ce qu'on peut voir, mais la seule solution c'est de changer les tuyaux, et ça a un coût. Fabrice, vous êtes en relation vous-même en direct avec les assurances ou vous Non. intervenez en général, c'est à la demande du syndic et c'est le syndic qui s'occupe ensuite de faire les déclarations, ce genre de choses, hein. Voilà. Oui, tout à fait. On n'est Vous pas faites des comptes rendus, vous faites des. exactement. On est souvent, la plupart du temps, ce sont des demandes de recherche de fuite, bien évidemment. Donc, on intervient une première fois, on va dire dans un premier jet, et on regarde effectivement les zones sinistrées et les zones impactées, et suivant aussi les zones qui peuvent être à l'origine de ces désordres. Si on arrive à trouver ça tout de suite et à réparer, on le fait, parce que plus vite on répare et mieux c'est. Après, il y a certaines configurations qui demandent un peu plus de temps, ou malheureusement, comme je disais tout à l'heure, des canalisations qui sont encastrées dans les murs, dans les sols, dans les coffrages, où il faut ouvrir, casser, mettre à nu, et là, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande, un peu plus de patience. Et ensuite, suite à cette intervention, on transmet au syndic ou au client, ça peut être aussi un particulier qui vous demande, ce qu'on appelle un rapport facture. C'est-à-dire qu'on facture l'intervention, et dans cette facture, tout le détail de l'intervention est mis à l'heure. D'accord. Donc c'est le syndic qui va aussi établir le fait que ça soit un tuyau ou un robinet qui appartient à je veux dire à la partie privative de l'immeuble ou à la partie commune. Donc du coup, ça sera soit le copropriétaire qui devra prendre en charge la facture, soit l'ensemble des copropriétaires. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on établit notre facture et notre rapport, on marque toujours si la réparation est privative ou si elle est commune. À partir de ce moment-là, voilà, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est le syndic qui gère après à qui incombe la facture, qui c'est qui paye. Ah non, mais j'ai eu un cas là, il y a pas très longtemps, exactement dans ma cuisine. Donc je peux en parler en connaissance de cause. Il y a eu comme ça, évidemment une inondation du voisin qui n'était pas directement en dessous, mais encore plus bas, et donc ça a quand même coulé 2 étages. Tout le monde se demandait d'où ça venait. Et moi, bien sûr, étant donné que je suis comme tout le monde, je disais bah non, ça vient absolument pas de chez moi, parce que je ne voyais pas du tout où ça pouvait se situer. Et en définitive, le plombier de l'immeuble est venu et donc il a fait tous les appartements de la colonne et tous les étages. Donc on a pris rendez-vous avec lui. Donc nous avions une trappe, donc bien sûr escamotable, donc très bien. Il s'est avéré que c'était tout bête. C'était un joint qui avait lâché, et donc qui jouait plus son rôle. Et donc voilà. Et réellement, ça fait pas de bruit, il y a pas d'odeur, enfin il y avait pas encore d'odeur de moisine ni quoi que ce soit. Ça avait juste un petit peu gonflé à un endroit, mais bon, très léger.
Et la bonne surprise ou la mauvaise, c'est que ce robinet, bah, c'était privatif, donc privatif mais encastré derrière une trappe qu'on ne voit absolument pas. Hein. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou. Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Hein. On n'est pas à l'abri de ça, mais c'est vrai que même si on voit pas la fuite, même si on la détecte pas tout de suite, ça peut avoir des conséquences énormes. Parce que là, effectivement, ça a touché 2 étages. Oui. Dans certains cas, ça peut toucher même 3, 4 étages, faire sauter l'électricité, avoir des conséquences un peu plus conséquentes. Ah, mais ça peut, oui. Et puis bon, bah le pauvre propriétaire qui était 2 étages en dessous, lui, il a pas, et donc on a dû lui couper l'électricité, et donc il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau chaude pendant une semaine. Donc oui, franchement, c'est bon, j'étais un petit peu embêtée, quoi. Du coup, je me sentais un petit peu coupable de cette affaire. Mais bon, bon, ça s'est arrangé, heureusement. Mais c'est vrai et je me suis dit que peut-être qu'il pourrait y avoir un contrôle plus fréquent de la robinetterie. Ça, c'est quelque chose aussi que vous proposez, j'imagine, Fabrice. Alors, c'est vrai qu'on le propose beaucoup. On le propose beaucoup aux particuliers. On propose aussi beaucoup aux syndics d'intervenir sous forme de contrat, de visite dans les appartements, dans les sous-sols, de faire en sorte d'avoir au moins, on va dire, pas tous les mois, ça sert à rien, mais au moins une fois tous les 3 mois, avoir une visibilité. Ne serait-ce qu'un passage, ça permet déjà de sensibiliser les gens sur la situation du robinet d'arrêt, où il est, qu'est-ce qui coupe, comment il est fait, s'il y a des améliorations à apporter pour éviter justement qu'un joint lâche. Il y a beaucoup on va dire, allez, dans 50% de copropriétés parisiennes, vous avez après le robinet d'arrêt ce qu'on appelle des raccords à joints, où effectivement ce sont que des raccords avec des joints. On sensibilise beaucoup là-dessus en disant comme ça, il faut supprimer ces raccords et faire en sorte de mettre des raccords à souder. Donc il y a un peu de travail à faire, mais au moins vous êtes tranquille. C'est-à-dire que sur un raccord à joint, je vais dire sur un T, vous avez 3 joints. Si vous supprimez ce raccord-là, c'est déjà 3 fois moins de chances d'avoir une fuite. Donc c'est pas anodin. Donc c'est vrai qu'on le propose, c'est vrai qu'on essaye on va dire, par coup de bélier de faire entendre, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On part du principe que les gens, malheureusement, ils voient ça pas d'un mauvais œil, mais ils disent, bon, bah oui, c'est une visite, ils font rien, ils regardent, et ça nous coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Ça peut éviter de nous en coûter, oui, ça c'est sûr. C'est ça. Parce qu'après, bon, voilà, après, en plus les travaux qu'il faut faire, parce que bon, toute la peinture s'est décollée, enfin bon, voilà, j'en passe. Alors, bien sûr qu'on a des assurances, mais bon, c'est quand même très embêtant de voir son intérieur se dégrader, bon, et de devoir faire des travaux par la suite. Alors quand on est à l'origine du problème, bon, voilà, on fait avec. Mais quand on le subit, ça c'est encore autre chose. Oui, et puis à la limite, il est mieux d'avoir une visite d'un technicien qui va y passer un quart d'heure, 20 minutes, plutôt que de dire tiens, ça vient de là, faut tout casser, et puis il va rester toute une journée en cassant un coffre, en cassant ceci, en cassant cela. Donc c'est vraiment de la sensibilisation qu'on essaye de faire auprès des particuliers. Bon, malheureusement, ça passe pas encore. C'est pas encore entré dans les. Bon, on va essayer de faire en sorte que le message justement soit bien transmis et diffusé un large auditorium. Qu'est-ce que je voulais dire? Diffusé à un large public. Ça sera plus simple. Voilà. couper au montage. Alors pour qu'est-ce qu'on va? Alors oui, juste revenir un petit peu sur les urgences. Donc ça c'est un service aussi particulier, hein, quand même, parce que le fait de pouvoir intervenir. Alors vous intervenez. Est-ce que vous faites partie de ceux qui interviennent 7 jours sur 7 ou comment ça se passe? Alors nous, on avait un service d'astreinte. Oui, voilà, le fameux service d'astreinte. Ouais. Qui fonctionnait avec un téléphone portable, et c'était un technicien qui l'avait. C'est-à-dire qu'il pouvait être appelé le soir ou le week-end. Mais on s'est aperçu d'une chose, on s'est aperçu que les urgences, on pouvait les neutraliser, on va dire, du lundi au vendredi, sans passer par une astreinte et sans passer par un surcoût. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand effectivement les fuites sont détectées en amont, on est prévenu assez rapidement, soit par mail, soit par téléphone, et on arrive quand même déjà à analyser le problème. C'est-à-dire qu'il y a parfois des problèmes où des gens voient les chutes du Niagara, alors qu'effectivement, en analysant, en disant si vous coupez l'eau, est-ce que ça coule? Ah ben non, donc ça peut patienter.
Donc, on essaye d'analyser, d'expliquer, de faire de la pédagogie, toujours encore. Et s'il s'avère que la fuite est vraiment importante, alors là, on a un service où on appelle nos techniciens, suivant la disponibilité de chacun, et puis on les envoie tout de suite sur le lieu. Très bien. On arrive quand même à gérer l'urgence et la rapidité, on va dire, dans la journée. Bon, oui, parce que c'est vrai que le réflexe, c'est de pas trop toucher, parce que bon, on se dit bon voilà, on n'est pas professionnel, donc on risque d'empirer la chose. Mais parfois simplement de fermer un robinet, voilà, même à distance, expliquer, voilà, alors on va essayer de se repérer avec vous. Bon voilà, vous avez quel robinet vous avez devant vous. Alors bon, dans quel sens il faut le tourner, etc. Non, mais c'est ça. Même ça permet de voilà, au moins d'éviter que ça continue. C'est ça. Après, il y a des gens qui sont effectivement un peu dans la panique, hein, c'est normal. On voit l'eau couler, on sait pas, machin. Mais avec les technologies d'aujourd'hui, avec les smartphones, ils arrivent là, ils prennent une vidéo, ils regardent, machin. Donc on leur dit pas, vous Voilà, voyez la manette rouge ou la tourner autour d'un. Après, il y a aussi le problème où la vanne d'arrêt elle fonctionne pas, ou le robinet d'arrêt ne fonctionne pas. Alors là, il faut intervenir quand même. Ah oui, là oui. Mais voilà, on arrive quand même à leur expliquer, à les calmer, surtout à les calmer parce que c'est très important. La seule chose, c'est peut-être le week-end quand même. Voilà, quand ça tombe un samedi, dimanche. Alors là, et qu'il faut attendre quand même 2 ou 3 jours, c'est peut-être un peu too much. Oui, c'est vrai, mais alors après analyse, parce qu'effectivement ce service d'astreinte fonctionnait toute la semaine, mais après analyse, on s'est aperçu qu'on n'avait pas tant que ça d'appels le week-end, que c'était surtout le dimanche soir où on recevait un mail ou lundi matin tôt, mais qu'on arrivait quand même dans la journée à intervenir assez vite. Donc voilà, en plus de ça, si on reçoit un mail, voilà, je vais dire une chose, le dimanche soir, on arrive quand même à traiter l'urgence parce que faut savoir que le matin, on est là tôt. Donc, on arrive effectivement à prendre connaissance des mails, à prendre connaissance des messages téléphoniques, et ça nous permet de changer le planning quasiment instantanément. Alors, on va peut-être poser une dernière question. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est bon, on a déjà donné pas mal de petites astuces, de pistes, de conseils. Mais bon, pour finaliser, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement, ce qu'il faudrait retenir, s'il y avait 2-3 petites choses à retenir très importantes qu'on pourrait communiquer aux copropriétés. Alors, dans un premier temps, c'est surtout avoir une bonne communication entre copropriétaires, avec le conseil syndical et avec le syndic. C'est très important. Faire passer les messages, faire passer les infos, c'est super important. Dans certaines copropriétés, on le sait, il y a malheureusement des a priori, des gens qui ne se côtoient pas, qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas. Mais avoir une communication transparente et ouverte, ça permet beaucoup de choses. Ça permet beaucoup de choses. Ensuite, il faut, comme je le dis souvent, c'est planifier régulièrement des entretiens, des visites. Oui. Soit vous passez par un professionnel, une société de plomberie, voilà, il y en a plein, vous pouvez faire votre choix. Soit vous le faites vous-même. Les copropriétaires peuvent à tout moment descendre dans leur cave, faire une visite avec une lampe torche, regarder les alimentations d'eau, les évacuations. Mais le préventif, c'est très important. La seule chose que malheureusement les copropriétaires ne peuvent pas faire, c'est dans les zones qui ne sont pas accessibles, comme les toits. Alors là, il faut faire appel à un couvreur. C'est pour ça que on propose, nous, des contrats d'entretien, aussi bien pour le nettoyage des couvertures que des gouttières, que des chéneaux. Ça permet d'avoir une bonne évacuation des eaux de pluie. Et surtout, ça permet 1 fois ou 2 fois par an d'avoir une visite régulière des toits pour savoir dans quel état sont les solins, les ingris, les maçonneries, tout ce qui touche au toit, et pour pas être inondé, on va dire, de façon subite quand il y a des forts orages. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est préventif. D'accord. Donc là, bon, après, du coup, s'il y a ces visites régulières, normalement, on ne devrait pas vous appeler pour autre chose. Mais malheureusement, non. Malheureusement pour nous, non. Mais voilà, le préventif, on sait faire. On maîtrise le préventif. Donc voilà. Bon, c'est sûr que il y a l'usure des pièces. Hein, de toute façon, il faut les changer régulièrement. Il faut, voilà, ça peut. Alors rouiller, je sais pas si ça rouille de nos jours. Mais en tout cas, oui, ça rouille toujours, ouais. Ça rouille, ça se fait, ça se perce, ça se casse, toujours. Ouais, c'est ça. Donc
même si on est précautionneux, ben on maîtrise pas tout. Et dans ces cas-là, ben voilà, il faut être vraiment dans le préventif, être bien entouré aussi, hein, donc savoir connaître des entreprises qui peuvent intervenir, qui ont toutes les qualifications, qui sont déjà bien expertes de ce marché de la copropriété, parce que comme on l'a vu, il y a quand même des besoins particuliers, des configurations qui sont toujours assez différentes aussi d'un immeuble à l'autre, donc il faut avoir cette expérience du terrain. C'est très important. C'est exactement ça. C'est important. Et un petit mot de la fin, ou ou est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit, Fabrice? C'est vous qui voyez. Moi, je pense avoir tout dit, tout expliqué. Bon, et ben c'est parfait, c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a bien évoqué votre métier, vos points forts, parce que bon, il y en a beaucoup. Et puis aussi peut-être les difficultés, hein, parfois, dans les interventions et en matière de communication, c'est toujours là que ça flanche. Donc, il va falloir un petit peu que les copropriétaires soient attentifs, hein, et qu'ils travaillent là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Oui, il y a un gros travail à faire. Il y a du boulot. Oui. Bon, merci pour tout. Donc on remercie Fabrice Del Molino d'avoir participé à ce petit jeu des questions-réponses, et on va retrouver tout ça bien sûr très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. Merci, à bientôt.